chers membres du jury, mesdames, messieurs de l'assistance, je vous souhaite la bienvenue à la soutenance thèse de M. Marcos Roberto Godoy. C'est pour moi, Francisco Loyola, à la fois un privilège et un grand plaisir, à titre de professeur titulaire dans le département de psychopédagogie et andragogie, de présider cette soutenance ce matin. C'est un événement symbolique, marquant, dans le cheminement d'un candidat au doctorat. La soutenance vient donc couronner l'aboutissement d'un long processus de recherche et de réflexion. C'est jalonnant sur plusieurs années. Un parcours qui s'avère bien souvent parsemé d'écueils, de défis à relever, de problèmes à résoudre, de périodes de mise en question qui mettent à rude épreuve la persévérance et la détermination des candidats. M. Godoy a le droit à toute notre admiration pour avoir su conduire à terme ses études doctorales et se présenter aujourd'hui devant le public pour soutenir et défendre sa thèse. La soutenance, c'est un rite de passage obligé qui s'avère un moment important, non seulement pour vous, les candidats, mais aussi pour l'ensemble de la communauté universitaire, notamment de notre faculté. Il s'agit tout à la fois d'un fin de parcours, mais surtout un début, une nouvelle phase pour les candidats. Je vous présente maintenant les membres du jury. M. Yannick Lemoigny, professeur au CNAM, à Paris, Conservatoire national des arts et métiers, et examinateur externe. Bonjour. Bonjour Yannick, merci de votre participation. Monsieur François van der Kleen, professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke. Moi-même, Francisco Loyola, président du jury. Madame Cecilia Borges, professeure titulaire, directrice de thèse. Et monsieur Serge Larrivé, professeur titulaire, historien à la recherche et représentant de la doyenne de notre faculté. Alors, je vous explique comment on va procéder. La soutenance, d'une durée approximative de 2 heures, va se dérouler selon un protocole bien défini. Le candidat fait d'abord un bref exposé de sa thèse d'une durée de 25 à 30 minutes maximum. À la suite de cet exposé, nous, les membres du jury, nous serons invités à poser des questions aux candidats, peut-être 2 fois, 2 tours de table. Après la délibération, je ferai pas au candidat que la décision du membre du jury. Okay? Nous allons se retirer, délibérer. Vous pouvez rester ici, discuter avec l'assistance si vous voulez. Donc, M. Marcos Roberto Godoy, vous avez présenté à la faculté des sciences de l'éducation une thèse doctorale intitulée « Le travail curriculaire des enseignants en éducation physique du travail prescrit au travail réel ». Les membres du jury ont examiné votre thèse avec attention, rigueur et ont jugé digne d'être soutenus. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous en faire une brève présentation, après quoi je laisserai la parole aux membres du jury. À vous. Très bien. Yannick, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. C'est bon, merci. Oui. Il va changer. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup aussi aux membres du jury d'avoir accepté de me lire et de discuter notre recherche doctorale.
au représentant de la doyenne. Merci beaucoup, M. Larrivé. Le titre de notre thèse est « Le travail curriculaire des enseignants d'éducation physique, du travail prescrit au travail réel ». Voici le plan de notre présentation. Nous présenterons la problématique, les cas théoriques, la méthodologie, les résultats divisés en 3 sous-sessions. La perception du curriculum et de la formation continue, les facteurs contextuels et personnels du travail curriculaire et le travail curriculaire des enseignants. Et les conclusions et les perspectives. Problématique. Dans les dernières années, il y a eu un mouvement de renouvellement des curriculums un peu partout au Brésil. Et cette carte montre qu'avant 2009, il y a eu 8 États qui ont changé leur curriculum. Entre 2010 et 2011, il y avait 8 États aussi qui ont changé. Et entre 2012 et 2014, 8 États ont changé. Il y avait, en 2014, juste 3 États au Brésil, en jaune, qui n'ont fait pas de changement curriculaire. Alors, cela, c'est un phénomène récent au Brésil, de la dernière décennie, mais c'est aussi un phénomène global, international. De temps en temps, les systèmes éducatifs de plusieurs pays, de provinces, changent leur curriculum. Soit les contenus, les matières à enseigner, les contenus à enseigner, les approches méthodologiques, les façons d'évaluer les élèves, etc. Au point d'un auteur dire qu'il existe une épidémie de changement dans le milieu éducatif. C'est le cas de la municipalité de Cuiabá, la capitale de l'État do Mato Grosso, au Brésil, qui a implanté le nouveau curriculum municipal d'éducation physique. Ce curriculum il va du pré-scolaire jusqu'à la 9e année et il est directionné à un ensemble de 43 écoles municipales à Cuiabá. Il y avait un premier curriculum qui a été publié en 1999 et il est appuyé sur la pédagogie critique et les changements c'est cela. Le deuxième curriculum municipal de 2012, on peut considérer lui, le curriculum comme un curriculum hybride, parce qu'il n'a pas un courant théorique défini, mais il reçoit influence de plusieurs courants et théories pédagogiques du Brésil. Et il a ajouté aussi l'ensemble du contenu de connaissances sur le corps. La pertinence sociale et scientifique de l'étude. Le curriculum, selon Debian, est une des formes les plus importantes du savoir professionnel des enseignants et cette étude elle fait partie de l'ensemble des réformes qui se sont produites dans les dernières décennies. En outre, au Brésil, on en sait très peu sur la façon dont les enseignants intègrent les nouveaux curriculums à leur enseignement. En éducation physique, selon Nathalie Galpetifo, les recherches qui abordent l'activité quotidienne des enseignants sont rares, surtout du point de vue de sa réalisation et du sang qu'elle contient pour les enseignants. En outre, il existe peu d'études sur le curriculum réel en éducation physique. C'est plus commun de rencontrer des études sur le curriculum prescrit ou sur le curriculum déclaré. Mais avec l'observation sur le terrain, les études sont rares. Okay? Alors, notre question de recherche est comment les enseignants interprètent-ils, adaptent-ils et transforment-ils le curriculum d'éducation physique en salle de classe? Il y a un débat dans la littérature si les enseignants sont simples exécutants ou s'ils sont auteurs, constructeurs du curriculum. D'un côté, les planificateurs d'éducation ont une tendance à voir les enseignants comme simples exécutants. Mais dans la littérature du domaine, les chercheurs montrent que les enseignants sont interprètes du curriculum. Ils font des adaptations dans le curriculum. Le cadre théorique. Notre cadre théorique ele est basé, appuyé dans le jumelage de 2 approches théoriques, la sociologie du travail enseignant et dans l'ergonomie française et la clinique de l'activité. Selon la sociologie du travail enseignant, le travail enseignant peut être analysé selon les statuts, c'est-à-dire les aspects réglementaires de la profession enseignante,
organisationnelle de l'école et l'expérience des sujets de travail, mais aussi l'activité. Travailler à l'école, c'est agir pour transformer les élèves. L'objet du travail enseignant, ce n'est pas des objets, ce sont des êtres humains. Transformer, en quel sens? Pour instruire et socialiser ces élèves-là, en utilisant des outils et des instruments, dans le cas de l'enseignement, en utilisant les curriculums, les procédures méthodologiques, les façons d'évaluer les élèves, etc., dans un contexte donné, le contexte organisationnel de l'école. L'ergonomie française, c'est une tradition de recherche qui vise analyser le travail en général, mais elle peut être appliquée aussi à l'éducation, mais pas juste analyser le travail, mais intervenir dans les situations du travail pour adapter le travail à l'homme, et non le contraire, adapter l'homme au travail. La clinique de l'activité, elle est issue de la tradition de l'ergonomie française, et l'ergonomie, avant, elle devait déjà montrer que toujours il existe un écart entre le travail prescrit et le travail réel, entre le curriculum prescrit et le curriculum réel. Les enseignants peuvent s'approcher plus ou moins du curriculum prescrit, ils peuvent, mais c'est difficile d'appliquer le curriculum à la lettre. Mais la clinique de l'activité, elle a fait une autre distinction très importante. Il existe la tâche, l'action et l'activité dans les situations de travail. La tâche, c'est ce qu'on doit faire, sont les prescriptions. L'action, c'est ce qu'on fait dans les situations de travail. Mais l'activité, elle comprend qu'est-ce qu'on fait et les activités empêchées, suspendues ou contrariées. De ce point de vue, l'impossible et le possible font partie du réel, les activités qui sont empêchées, parce que parfois on planifie les choses, mais quand on arrive au travail, ce n'est pas possible de faire. Voici les principaux concepts de cadre théorique que nous avons mobilisés. Le contexte pour la sociologie du travail enseignant, le contexte organisationnel de l'école, le travail curriculaire et ses phases, les facteurs personnels et contextuels du travail curriculaire, et de l'ergonomie française, travail prescrit, travail réel, les différents types de prescriptions pour analyser les curriculums et la planification des enseignants, et le concept de la clinique de l'activité, surtout pour analyser l'enseignement en salle de classe. Voici le schéma de notre objet d'étude, le concept du travail curriculaire des enseignants. Il existe le curriculum prescrit, e o trabalho curricular são processos contínuos de interpretação, adaptação e de transformação do currículo prescrit par les enseignants. D'ailleurs, il traverse les phases de la planification de l'enseignement en classe de évaluation. Au moment de la planification, les enseignants font des autres prescriptions pour eux-mêmes, mais font aussi des prescriptions aux élèves. E lors de l'enseignement en classe, les enseignants font des prescriptions aux élèves et la leçon est considérée comme une co-construction entre l'enseignant et les élèves, et ses élèves. Au moment de l'évaluation, l'enseignant évalue ses élèves, mais évalue son propre travail. Et à ce moment-là, il peut décider de faire des changements dans la planification ou dans l'enseignement en classe. Bien sûr que pendant l'enseignement en classe, parfois l'enseignant fait des évaluation des élèves. S'il voit qu'une pratique ne marche pas très bien, il peut changer la pratique, les règles du jeu, etc. En outre, il existe les facteurs personnels et contextuels du travail curriculaire. Par exemple, facteur personnel, la formation, l'expérience, la connaissance de la matière, du curriculum et des élèves, la propre personnalité des enseignants, et les facteurs contextuels, le curriculum, la formation continue, la collaboration avec d'autres professeurs, les besoins, intérêts et évolution du groupe d'élèves, le temps et les ressources disponibles. Et voilà nos sous-questions de recherche. Quelle est la perception des enseignants sur le curriculum et sur la formation continue?
quels sont les facteurs contextuels et personnels du travail curriculaire, comment les enseignants planifient-ils et enseignent-ils les curriculums d'éducation physique. Notre méthodologie, le type de recherche est mixte, mais elle est prédominantement qualitative. On verra pourquoi. Il existe une première phase quantitative où nous avons administré un questionnaire sur la perception du curriculum et de la formation continue à 73 enseignants. Ensuite, cette phase, elle a servi aussi pour sélectionner les 4 participants à l'étude multicas. L'enseignant 1, 2, 3 et 4. Les deux premières sont novices, les deux dernières sont enseignants expérimentés. Il y a 3 femmes et un homme. Et les classes observées étaient de la 4e et de la 6e année. Nous avons fait la consultation de documents comme les curriculums prescrits, les projets pédagogiques des écoles et la planification des enseignants. Nous avons fait des observations et enregistrements vidéo de leçons d'éducation physique, entre 6 et 11 leçons. Nous avons mené des interviews individuelles, semi-structurées, au début et à la fin de la recherche. Et nous avons mené aussi des interviews d'autres confrontations simples et croisées. La phase quantitative, elle correspond au premier objectif de recherche et la phase qualitative au deuxième et au troisième objectif de recherche. En outre, il convient de noter que la méthode d'autoconfrontation, elle est issue de la clinique de l'activité. C'est une méthode d'analyse du travail développemental et dialogique dont les auteurs de base sont Vygotsky et Mikhail Bakhtin. Voici des photos des séances d'autoconfrontation simple où chaque enseignant s'auto-analysait avec l'aide du chercheur et les séances d'autoconfrontation où nous avons mis les 4 enseignants ensemble pour analyser la leçon de chacun d'eux. Nous avons fait 4 séances d'autoconfrontation avec chaque enseignant et une séance d'autoconfrontation croisée pour chaque enseignant. Les procédures d'analyse, la phase quantitative et statistique descriptive, la phase qualitative, transcription du verbatim, et nous avons organisé toutes les données épisodes d'enseignement du curriculum. Nous avons sélectionné les épisodes plus importants pour notre recherche. 12 épisodes pour chaque enseignant, 12 épisodes qui issus de l'autre confrontation simple, et 3 épisodes de chaque enseignant issus de l'autre confrontation croisée. Nous avons fait aussi analyse thématique en continu et analyse du discours. Voici un tableau que nous avons construit pour organiser ces données-là. C'est un tableau qui décrit qu'est-ce qui se passait dans les situations en salle de classe et de l'autre côté, les commentaires de l'enseignant sur cette situation ou épisode. Et voici quelques catégories d'analyse qui viennent de la clinique de l'activité, les raisons d'agir des enseignants. Parfois, les enseignants ont exprimé pourquoi ils ont fait d'une façon et non d'autre façon. Nous avons noté aussi la verbalisation des activités suspendues, empêchées ou contrariées, activités qui étaient planifiées mais n'est pas possible de réaliser, les dilemmes de l'enseignement, les situations contradictoires qu'il y avait, et la recherche de l'efficience au travail, par exemple. Ce qui fonctionne bien dans la leçon, ce qui ne fonctionne pas très bien. Bon, l'effet de cette méthode, de l'utilisation, de l'usage de cette méthode, est d'élargir le pouvoir d'agir des enseignants. Il contribue pour le développement potentiel du sujet. La création de nouveaux bouts, par exemple, l'enseignant se auto-analysait, mais il verbalisait « Ah, je pourrais faire ça d'une autre façon ». Je vous présente quelques résultats de notre recherche maintenant. Les résultats par rapport à la perception du curriculum prescrit de la formation continue. Le curriculum municipal d'éducation physique, il est divisé en 16 chapitres, il est thème, sous-thèmes associés.
et l'ensemble de 6 contenus, les jeux, la gymnastique, les danses, les connaissances sur le corps, les sports, les luttes ou les sports du combat. Nous avons remarqué qu'il existe des multiprescriptions d'objectifs, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup d'objectifs, mais une sous-prescription de moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des indications trop précises sur les procédures d'enseignement. Il existe aussi un déficit de prescription d'enseignement aux élèves em situação de handicap e sur comment évaluer les élèves. Il y a critères d'évaluation, mais il n'y a pas indication de comment évaluer les élèves. Les constats. Les enseignants ont une bonne perception do currículo municipal. Par exemple, 92% des enseignants considèrent qu'il est avantageux d'enseigner conformément le curriculum. 72% considèrent qu'il est d'intérêt des élèves de l'enseigner le curriculum. E 92% considèrent que le currículo municipal contribui à leur développement professionnel. Ces résultats sont corroborés par les recherches du domaine. Plusieurs chercheurs montrent que les enseignants ont besoin d'être convaincus que le curriculum est bon pour eux-mêmes, pour ses élèves, mais aussi que travailler dans une approche curriculaire contribue pour leur développement professionnel, leur connaissance du curriculum, de la matière, etc. Les enseignants utilisent le curriculum pour planifier, mais en l'adaptant. Presque 80% utilisent pour faire leur plan annuel. 66% en font usage pour planifier la séance. E 72% ont déclaré qu'ils l'utilisent en l'adaptant. Les aspects qui entravent plus l'implantation sont le manque de matériel pédagogique et les installations inadéquates. Une chose qui attire notre attention, que même dans les pays plus développés comme aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout, les résultats sont corroborés aussi. Parce que parfois, même dans ce système éducationnel là, parfois il manque de ressources, manque de matériel, etc. Les enseignants ont une bonne perception de la formation continue. 73% ils ont dit que la formation offre appui suffisant pour la mise en œuvre du curriculum. Et presque 90%, ils ont dit que la formation présente des suggestions pratiques pour les leçons. Ces résultats aussi sont corroborés par les recherches qui disent que, par exemple, la formation continue, c'est très important pour la mise en œuvre du nouveau curriculum. E aussi, les jugements de valeur des enseignants lors de la formation continue sont ce qui marche bien. C'est pour ça qu'il y a une liaison de suggestions d'activités pratiques. Les résultats, facteurs contextuels et personnels du travail curriculaire. Voici un tableau qui montre les facteurs contextuels du travail curriculaire. Sont 4 écoles. Et tous les enseignants considèrent le climat de travail bon dans leurs écoles. Et il existe des travails collaboratifs, mais pour les deux et trois, le travail collaboratif, c'est surtout avec les profs d'éducation physique. Matériel pédagogique, il y a assez à l'école de l'enseignant 1 et 4, mais il y a très peu à l'école 2, mais ces enseignants-là, et l'enseignant 1, elles construisent des matériels alternatifs aussi. Partage do terrain sportif avec autre groupe d'élèves. Non. Ici, oui. Ici, on remarqué dans les leçons observées que parfois, cette partage du terrain avec les autres groupes d'élèves a dérangé les leçons. Ici, il y avait des partages du terrain avec d'autres groupes, mais il y avait un problème avec des pigeons, des excréments de pigeons sur le sol, et ça dérangeait un peu pour la leçon. La durée des séances. 1 heure et 45 minutes, 2 heures à l'école 2 et 45 minutes. Cela fait que l'enseignant 3 et l'enseignant 1 organisent leurs leçons en 2 parties, une partie théorique et une partie pratique. Voici les facteurs personnels du travail curriculaire par rapport à la formation des enseignants.
Au période de la formation pré-professionnelle, on remarque que presque tous les enseignants ont eu des expériences significatives avec les sports. Un autre, l'enseignant 3 a fait du ballet, et l'enseignant 1 a dit qu'elle a eu un bon prof d'éducation physique qui cherchait de diversifier les contenus. Et elle cherche de faire la même chose. Et l'enseignant 2 a souligné aussi qu'elle aimait jouer, les jeux des enfants, tout ça, quand elle était enfant. La formation, ils ont exprimé leurs avis par rapport à la formation professionnelle. Ils ont exprimé aussi les champs de spécialisation. Ce qui attire plus notre attention, c'est les champs de spécialisation de l'enseignant 3 et l'enseignant 4, parce qu'ils vont enseigner davantage ces contenus-là dans leur curriculum à la fin de l'année scolaire. Voici les facteurs personnels du travail curriculaire par rapport à la connaissance de la matière. Tous les enseignants ont exprimé les contenus qu'ils avaient plus de difficultés et les contenus qu'ils maîtrisaient plus ou moins. Okay? En vert, c'est le contenu qu'ils maîtrisent plus et en rouge, qu'ils maîtrisent moins. Ils ont exprimé aussi les caractéristiques du groupe d'élèves et le temps de travail auprès du groupe observé. Et cela, à notre point de vue, a un impact très important sur la pratique pédagogique, sur l'enseignement en classe. Les 3 premières enseignantes, il y avait juste 4 mois de travail avec les groupes. Et l'enseignant 4, il y avait 2 ans et 4 mois. Cela fait que, par exemple, pour les 4, il y a une meilleure gestion de classe et, conséquemment, une meilleure gestion de la matière. Constat, par rapport aux facteurs contextuels et personnels. La durée des séances influe sur l'enseignement en classe de l'enseignant 1 et 3, parce qu'elle divise la partie théorique et pratique. Et le manque de matériel et le partage du terrain sportif avec autres groupes sont des contraintes qui génèrent des activités empêchées. On a observé ça, on a noté ça lors de l'analyse des épisodes d'enseignement en salle de classe. Les facteurs personnels du travail curriculaire, l'expérience des enseignants, la formation, les connaissances de la matière, surtout, et du groupe d'élèves, influent sur le curriculum enseigné. Bon résultat par rapport au travail curriculaire des enseignants, la partie de la planification. Okay? Ces données sont issues de la consultation du document. Voici les tableaux de la planification des enseignants. Ici, comparaison du contenu au curriculum municipal, les parties qui sont plus en couleur, ici, et les contenus dans les plans des enseignants, plan annuel, plan de session, ok? Qu'est-ce qu'on remarque dans cette partie-là? L'enseignant 1, il fait un plan, dans son plan annuel, il fait une sélection de contenus similaires au curriculum municipal. Dans son plan de session, elle fait une division des contenus pour chaque session de l'année. L'enseignant 2 et 3, les plans sont très similaires parce qu'ils font le travail la planification ensemble avec l'équipe d'éducation physique de l'école. Okay? Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que les plans annuels, elles font une sélection de contenu identique au curriculum municipal. Et dans les plans de session, une division de contenu pour chaque session de l'année. L'enseignant 4, qui est expérimenté, il fait une liste de contenus. Ce qu'il appelle les répertoires d'activités. Sont les pratiques déjà éprouvées. Il ne fait pas de plans de session et de séances formelles. C'est plus une planification mentale. Et la littérature montre cela. Par exemple, que les enseignants expérimentés, ils ont un détachement progressif du curriculum prescrit vis-à-vis du curriculum prescrit. Voici une comparaison des objectifs tels que décrits au curriculum municipal et tels que décrits dans les plans annuels des enseignants. Qu'est-ce qu'on remarque? L'enseignante 1, elle utilise les mêmes objectifs du curriculum municipal, mais elle a ajouté 32 objectifs différents, plus personnalisés dans sa planification. C'est-à-dire qu'elle fait une multiprescription.
c'est beaucoup d'objectifs. L'enseignant 2 et 3, ils utilisent les mêmes objectifs tels que le curriculum municipal. L'enseignant 4, il ne suit pas à la lettre les objectifs du curriculum municipal, mais il les interprète, les adapte, il les écrit à sa façon. Un autre, il a ajouté 7 objectifs plus personnalisés qui sont des prescriptions à lui-même. Par exemple, améliorer le développement moteur de tous les élèves. Qui doit faire ça? L'enseignant lui-même. Voici la description des procédures méthodologiques dans le plan annuel des enseignants. Il convient de noter qu'au curriculum municipal, il existe des sous-prescriptions de moyens ou de procédures méthodologiques. Alors, les enseignants doivent travailler plus fort à ce moment-là. L'enseignant 1, elle fait une description de procédure très détaillée. Un autre, elle a inséré la description de routine d'enseignement. La littérature montre que ça, c'est une caractéristique des enseignants expérimentés. Mais l'enseignant 1, comme elle a dit, elle est très organisée et méthodique. L'enseignant 2 et 3, ils ont fait juste une description très simple de procédure, sans donner des détails plus élaborés. Et l'enseignant 4, une chose intéressante qu'il fait une description de procédure spécifique pour chaque contenu ou pratique enseignée. Constat, par rapport à la planification, l'enseignant 1, 2 et 3 s'appuient plus sur le curriculum pour faire leur planification. L'enseignant 1 fait une multiprescription d'objectifs. Et l'enseignant 4 ne fait pas les plans de session ou journaliers. Il utilise davantage son répertoire d'activités éprouvées, qui sont une liste de pratiques, de contenus, et quand elle est finie, il reprend, il recommence. Il travaille dans une logique de répétition. Les résultats par rapport au travail curriculaire des enseignants, enseignement, salle de classe, ces données sont, ces résultats sont issus d'observations et tournage vidéo de leçons et de séances d'autres confrontations. Mais je vais montrer, pas les épisodes, mais juste les tableaux qui synthétisent les résultats principaux. Voici un tableau qui montre une comparaison des contenus enseignés dans les leçons observées des enseignants. On remarque que les contenus plus enseignés, parmi tous les enseignants, c'était les jeux. L'enseignant 3, qui est spécialiste en danse, enseigne beaucoup, plus la danse. Et l'enseignant 4, qui est spécialiste en sport, il enseigne plus le sport. Nous avons identifié, au travers des analyses, les routines d'enseignement de chaque enseignant. Parfois, elles sont un peu similaires, mais il y a des choses un peu différentes aussi. Mais toutes les leçons, il y a le début de la leçon, le corps de la leçon avec les activités principales, et les fins de la leçon, qui en général, c'est le bilan de la leçon, c'est le moment de l'évaluation de la leçon. Pour l'enseignant 2, qui est novice, n'existe pas cette partie de la leçon, mais elle a remarqué dans les séances d'autres confrontations que parfois elle fait évaluation d'une leçon au début de l'autre leçon, mais elle a remarqué que ça ne fonctionne pas très bien parce que passait une semaine entre une leçon et l'autre, passait une semaine. Voici des tableaux qui montrent un découpage des pratiques observées dans les leçons des enseignants. Okay? On peut noter dans ces tableaux les activités observées, empêchées ou ajoutées. Okay? En bleu sont les pratiques observées, doivent être réalisées. En rouge sont des pratiques parfois empêchées, des activités empêchées, suspendues ou contrariées. Et parfois, on note aussi qu'il y a des choses, des pratiques aussi, qui sont invertes, qui n'étaient pas planifiées, mais que les enseignants ont ajoutées dans leur séance. Parfois, par suggestion des élèves. Un jeu que les élèves ont suggéré, et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on note ici dans le tableau de l'enseignant 1, les leçons observées? Il n'y a pas beaucoup de continuité. Les flèches indiquent la continuité d'un contenu à l'autre, ou des pratiques, des répétitions de pratiques entre une leçon et l'autre. Il n'y a pas beaucoup.
elle était l'enseignante qui a plus diversifié les pratiques. Cependant, cette diversification des pratiques, parfois étaient des pratiques nouvelles, ça a généré des activités empêchées dans ces leçons. L'enseignant 2, qui est novice, si on remarque en bleu les activités qui ont été faites, en rouge, parfois les activités empêchées, soit à cause du manque de matériel, soit à cause des contraintes de partage du espace, etc. Les activités qui ont été ajoutées. Okay? Et on remarque ici plus de répétition. Jeu de PTK, création du jeu de PTK, confection de la PTK avec les élèves, capture du drapeau, le tableau de l'enseignant 3, cet enseignant travaillait beaucoup d'activités de danse, mais il y avait parfois d'activités suspendues à cause du manque de matériel, actividade empêchée ici en rouge. Et il n'y a pas beaucoup de répétitions, parfois on a une séquence de contenu, ici, là, mais pas beaucoup. Et pour l'enseignant 4, on remarque plus de continuation entre une leçon et l'autre, mais il travaille selon une logique de répétition. À chaque semaine, par exemple, il y a 2 leçons par semaine. Il fait une leçon de handball, das autres leçons, c'est handball, e ele travaille, c'est presque une logique de entraînement sportif. Ok, une chose très intéressante qui s'est passée, que dans une leçon observée, cet enseignant il est sorti pour amener une équipe d'école pour participer de un championnat. Mais il a passé à l'école e il livrait les consignes de travail pour les élèves, et les élèves se auto-organisaient tout seuls, et la leçon, elle se développait. C'est-à-dire que la routine de travail de cet enseignant, c'est très bien, et les élèves embarquent là-dedans. Voici un résumé du currículo enseigné en 2015. Sont des données issues de l'entrevue à la fin de l'année scolaire. On remarque que les jours a été le contenu plus enseigné parmi les 4 enseignants, les luttes les moins enseignés, et, par exemple, l'enseignant 2 et l'enseignant 4, ils ont de la difficulté, ils ne maîtrisent pas le contenu de danse. Mais l'enseignant 3 a enseigné la danse, un peu de danse avec l'appui de l'enseignant 3, ce qui montre le travail collaboratif à l'école. Et l'enseignant 4, au moment des Olympiades de l'école, une des épreuves, c'est la danse. Il appelle les élèves plus performants pour créer des chorégraphies et faire des répétitions avec ses camarades, leurs camarades. On perçoit aussi une influence de la connaissance de la matière sur le curriculum enseigné. La connaissance de la matière et aussi du champ de spécialisation. Constat, l'enseignement en classe. L'enseignant 1 diversifie davantage les contenus en enseigne des pratiques nouvelles. Mais cela fait que la nouveauté est un motif d'activité empêchée. L'enseignant 2, elle a un style plus dialogique et de construire les règles de jeu avec son groupe d'élèves. Les règles ne sont pas prêtes dans ces leçons, mais elles construisent avec ses élèves. L'enseignant 3, elle a un style plus démocratique et ouvert. Elle travaille selon l'approche de la danse créative et l'improvisation. Cependant, on a noté un dilemme de l'enseignement, parce que ces élèves préfèrent un enseignement plus directif, par exemple des chorégraphies prêtes. L'enseignant 4, il enseigne surtout les jeux et les sports. Il est un ex-athlète du volleyball, il faut noter ça. Ces leçons sont très compétitives, mais les règles sont adaptées pour que les filles excellent. Et il se préoccupe beaucoup avec les stratégies de jeu des équipes. En conclusion, le curriculum est le même pour tous les enseignants, mais les profs transforment et adaptent les prescriptions curriculaires, chacun à leur façon. En fin de compte, ils sont des protagonistes, des constructeurs de leur travail curriculaire avec leurs élèves. Il existe un jeu important, intéressant de souligner,
le curriculum, il est fait de répétition aussi. Bien sûr qu'il faut enseigner des nouvelles pratiques, des nouvelles contenus et tout ça, mais la répétition des exercices en classe fait que les élèves maîtrisent plus le contenu. En outre, le curriculum municipal de Cuiabá, il peut être considéré comme un curriculum multi-activité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenus, un ensemble de 6 contenus. Et, à mon avis, les enseignants sont en face d'un dilemme curriculaire. Enseigner tous les contenus de façon superficielle, et parfois les enseignants ne maîtrisent pas, même avec l'aide de la formation continue, qui offre des activités pour travailler ces contenus-là, ou enseigner moins de contenus, mais de façon plus approfondie. Les limites de notre recherche, nous avons passé seulement 2 mois sur le terrain, et le travail curriculaire a un processus continu, qui se développe tout au fil de l'année scolaire. Cependant, nous avons mené des interviews semi-structurées à la fin de l'année scolaire. Nous avons observé juste un groupe d'élèves pour chaque enseignant, mais à l'école municipale, les enseignants enseignent pour 8 groupes d'élèves. Et nous avons observé aussi juste l'enseignement de danse, de sport et de jeu, mais le curriculum municipal il est composé de 6 contenus différents. Le nombre de participants de l'étude multicale est restreint, mais cela c'est une caractéristique des études de cas aussi. Les perspectives, à nos avis, la jumelage de la sociologie du travail enseignant et de l'ergologie, de la clinique de l'activité, il est positif. La sociologie du travail enseignant permet une analyse plus sociologique et macro du travail curriculaire et l'approche de la clinique de l'activité permet une analyse plus fine, plus en profondeur de ce qui se passe en salle de classe, des épisodes d'enseignement. À nos avis, il sera intéressant de rechercher dans les recherches futures, enquêter la perception des élèves sur le curriculum enseigné, comparer le travail curriculaire du même enseignant dans des classes différentes et analyser le travail curriculaire au travers d'une étude longitudinale. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention.